Bonjour, Kwei Hi à tous et à toutes. Ici Christine Chevalier-Caron pour Source d'Histoire History Source. Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de l'émission Source d'Histoire, eh bien, voici quelques petits détails. Il s'agit de rencontres avec des historiens, historiennes, conservateurs, conservatrices de musées, artistes, archivistes, pour ne nommer que ceux-là, lors desquels, en fait, on aborde l'histoire, mais plus précisément de sources sur lesquelles ces personnes-là s'appuient pour pouvoir écrire l'histoire ou encore sur lesquelles s'appuie leur production et leur création artistique. Donc, il s'agit généralement de sources qu'on appelle manuscrits de première main, mais des fois, il s'agit aussi de livres qui ont été écrits par ces personnes-là ou encore d'œuvres artistiques influencées par l'histoire qui ont été produites par les invités. Donc, on s'intéresse à savoir comment ces sources-là peuvent nous permettre d'aller au-delà du récit historique canadien dominant, donc celui qu'on apprend généralement à l'école, qui fait partie des manuels d'histoire ou encore des différents programmes d'histoire des différentes provinces et territoires du Canada. Donc, l'objectif, c'est un peu d'ébranler le récit historique, mais aussi de donner des idées et des informations et du matériel aux enseignants et enseignantes, surtout du secondaire, pour qu'ils puissent aller donc plus loin avec leurs élèves. Aujourd'hui, par contre, il ne s'agit pas d'une discussion avec un invité ou des invités, il s'agit d'une réaction à une discussion qui a été enregistrée il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pas moi qui étais l'hôte de cet événement-là, de cette rencontre-là, mais bien Samantha Cutrara qui s'occupe des émissions et des rencontres, en fait, en anglais. Donc, on fait une série de réactions aux émissions, en fait, des rencontres, aux discussions qu'elle a avec différents invités. Donc, il n'y a pas très longtemps, elle a discuté avec Funky Aladé-Djebi et Michelle Johnson, qui ont co-écrit, en fait, co-dirigé, pas co-écrit, mais qui ont participé à l'écriture tout de même de cet ouvrage, de l'ouvrage collectif Unsettling the Great White North, The Black Canadian History. Donc, il s'agit d'un ouvrage collectif réunissant les écrits de contributeurs et de contributrices de partout au Canada qui abordent l'histoire des Noirs. Donc, il participe vraiment, ce livre-là participe à enrichir l'historiographie actuelle comme rares l'ont fait des ouvrages auparavant et aborde la période de la colonisation à nos jours. Donc, il y a vraiment un éventail de sujets qui sont abordés. Ce livre-là ne contribue pas seulement à restituer l'histoire des Noirs, en fait, et à alimenter l'historiographie des Noirs, mais une foule de champs historiographiques différents. L'histoire des femmes, l'histoire du travail, l'histoire culturelle, de l'éducation ou encore donc l'histoire plus largement des populations noires au Canada. Donc, dans la rencontre de Samantha avec Funky et Michel, il a été question de ce livre-là que je vous invite à lire ou à vous procurer ou à découvrir à travers la discussion qui est en ligne. Donc, vous pouvez aller sur le lien qui est dans la description de cette vidéo-ci et accéder à cette discussion-là puisqu'elles en discutent beaucoup. Mais comme l'objectif de l'émission est surtout de parler de sources, elles nous ont aussi, par le fait même, présenté des sources très intéressantes. Donc, elles nous ont parlé de deux sources qui font partie d'un même corpus, mais elles nous en ont montré deux. On ne s'est pas contenté d'une seulement. Il s'agit d'annonces qui ont été parues dans des journaux en Nouvelle-Écosse. En fait, ce sont vraiment comme des petites annonces, mais avec une dimension vraiment importante à prendre en compte. Il s'agit d'annonces pour retrouver des esclaves en fuite. Donc, c'est signé et payé comme annonce par leurs propriétaires, donc des esclavagistes. Elles nous ont présenté donc deux archives différentes, mais il y en a vraiment une foule auxquelles vous pouvez toutes accéder en ligne. La discussion est très, très, très intéressante parce qu'elle ne fait pas juste nous présenter cet archive-là, mais elle nous parle vraiment de comment aborder ce type d'archive-là pour vraiment en extraire le plus de données possible. Donc, pas se contenter, en fait, c'est une petite archive qui peut avoir l'air d'avoir pas tant d'informations, mais elle regorge d'une foule d'informations si on la questionne comme il faut et elle nous explique bien comment la questionner. Donc, je vais un peu réagir sur ça.
en fait, revenir sur ça et aussi, ensuite, vous dire comment je pense qu'elle peut être utile pour les enseignants et les enseignantes au secondaire, comment l'utiliser. Donc, il y a une chose qui m'a vraiment accrochée au début de la discussion. En fait, Michelle Johnson parle du fait qu'elle s'est souvent fait dire, et je pense que c'est une fausse croyance qu'il faut vraiment déconstruire, qui, en fait, il y a des gens qui considèrent qu'on ne peut pas vraiment faire l'histoire des populations noires au Canada parce que les archives n'existeraient pas. C'est quand même une excuse qui est brandie par plusieurs lorsqu'on parle d'inclure dans l'histoire canadienne différents groupes qui ont été marginalisés à travers l'histoire. Et donc, les communautés noires n'échappent pas à cette excuse-là. Donc, déjà, à la base, les archives qu'elle nous présente démontrent le contraire, puisque ce sont des archives qui datent du 18e siècle, qui nous donnent des informations sur des individus qui, oui, étaient des esclaves, mais étaient surtout des individus, des personnes. Donc, ça nous fournit des informations sur leur parcours individuel et non seulement à titre d'esclaves. Donc, ces archives-là nous permettent déjà de déconstruire cette fausse croyance-là qui est malheureusement trop souvent brandie comme excuse pour exclure certains groupes de l'histoire, que ce soit volontaire ou non de le faire. Ensuite de ça, comment interroger ces archives-là? Déjà, il y a une chose intéressante qu'elles nous disent. L'histoire de l'esclavage au Canada va souvent être comparée, voire hiérarchiée avec l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Et donc, on va souvent moins en traiter et sinon, voire la banaliser parce qu'elle n'aurait pas eu la même ampleur qu'aux États-Unis. Mais l'esclavage, ce qu'il y a l'esclavage, peu importe les formes, elle a existé et il faut la dénoncer. Il faut surtout en parler dans nos manuels d'histoire. Donc, dès le secondaire, c'est vraiment important d'en parler, voire même avant. Donc, comment l'aborder? Elle nous invite à non seulement la voir dans le contexte canadien, mais aussi plus largement, donc dans un triple contexte canadien, nord-américain, puisque les dynamiques ne sont pas... il y a des parcours, en fait, les parcours des esclaves sont souvent liés d'une région à une autre à travers l'Amérique du Nord et non seulement à travers un cadre national et plus largement avec les Caraïbes inclus. Et aussi, plus largement, vu que les Caraïbes sont inclus, de l'inscrire dans l'histoire de l'Empire britannique. Puisque au 18e siècle, l'Empire britannique est en Amérique du Nord, il y a les Caraïbes, et il y a une conquête coloniale beaucoup plus large qui est loin de tirer à sa fin. Et c'est à travers tout ça que s'inscrit l'histoire de l'esclavage au Canada, à travers ce triple contexte-là qui, en l'abordant de cette façon-là, nous permet d'identifier certaines dynamiques qui sont importantes et que peut-être de le réduire seulement à l'histoire canadienne ne nous permettra pas de révéler. Ensuite de ça, quand on regarde une notice, une annonce comme celle-là, donc on a souvent plusieurs informations, le nom de la personne en fuite, des détails physiques, comment la personne était habillée, la grandeur, l'âge ou environ l'âge que la personne a, quelle langue elle parlait, certains traits de caractère qui souvent vont quand même être vraiment influencés par la position de l'auteur qui est le propriétaire d'esclaves, donc l'esclavagiste. Et ça, c'est important d'aller peut-être des fois un peu plus loin. En fait, qu'est-ce que ça nous dit sur cette personne-là et aussi sur les dynamiques et les pratiques de l'époque? Donc, ce n'est pas seulement de voir ça comme une annonce en soi, mais de vraiment voir qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous informe sur les lieux où il y avait des esclaves au Canada, sur les chemins que les personnes en fuite pouvaient prendre. Donc, un aspect géographique qui est important. Le nom, par exemple, elle nous présente une notice dans laquelle Thursday est recherché. Bien, c'est quoi cette pratique-là de donner un nom à une personne, à un esclave? Pourquoi on fait ça? Ça, je vous invite à aller revoir la vidéo pour avoir la réponse à cette question-là. Mais c'est vraiment important à questionner. Donc, ça nous donne des informations supplémentaires. Aussi, ça nous permet d'identifier qui était propriétaire d'esclaves. Puisque le nom de la personne est signé, la personne, elle ne sait pas qu'elle laisse sa trace comme ça nécessairement. Mais il y a quelque chose qui est vraiment aussi intéressant comme portée
qui est souligné par les deux auteurs historiennes, en fait, c'est le fait que beaucoup d'esclaves n'avaient pas les moyens de laisser leur mémoire. Hein. On sait en général, les propriétaires, les maîtres vont vraiment s'arranger pour que leurs esclaves n'aient pas accès à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Certains ont réussi à y avoir accès par différentes stratégies, mais ça reste un phénomène qui n'est pas nécessairement répandu, du moins, je ne sais pas comment on pourrait le mesurer. Il y a des auteurs qui ont laissé, il y a des anciens esclaves qui sont devenus auteurs, qui ont laissé leur mémoire. On peut notamment penser à Frédéric Douglass, mais est-ce que c'est une exception? Peut-être. Et il y a plusieurs, en fait, il y a un grand nombre d'esclaves qui n'ont pas eu la chance de laisser leurs traces. Laisser sa mémoire, c'est un peu aussi restituer une humanité qui nous a été enlevée par un système raciste qui est l'esclavage. Donc, à travers cette fuite-là, différentes personnes ont pu laisser leur mémoire, puis c'est comme ça qu'elles nous invitent à aborder cette archive-là. Ces archives-là, qui, je vous le rappelle, sont disponibles sur le site des archives de la Nouvelle-Écosse et je vous invite à aller les consulter. Il y a aussi un autre petit aspect, elle nous invite à nous pencher sur l'iconographie. Sur plusieurs annonces, il y a un petit dessin qui représente l'esclave, un esclave en fuite. Et elle nous rappelle que cette image-là est généralement la même pour toutes les annonces et à travers toute l'Amérique du Nord, États-Unis comme Canada. Et que cette figure unique-là de représentation des esclaves est un processus qui contribue à la déshumanisation de ceux-ci. Donc, on peut aussi regarder donc, cette iconographie-là pour s'informer sur les pratiques de l'époque. Mais ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est vraiment comment ça nous permet de restituer les parcours et la mémoire de personnes qui ont été soumises à l'esclavage, qui sont quand même et avant tout des humains qui méritent que leur histoire soit restituée. Donc, c'est là que je ferai le pont avec l'utilité, la portée que ça a dans une salle de classe au secondaire. Donc, j'inviterai les enseignants et les enseignantes à aller sur le site des archives de la Nouvelle-Écosse et à consulter ces notices-là avec leurs élèves et que leurs élèves en choisissent une notice et au lieu de juste voir ça comme une recherche d'un esclave, de restituer le parcours de la personne qui est recherchée en analysant la notice en soi. Donc, ça a vraiment une grande portée pour les salles de classe et restituer l'histoire de ceux et de celles qui, oui, ont été soumis à l'esclavage, mais étaient avant tout des humains qui ont contribué à construire le Canada d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, ça va me faire plaisir de vous répondre, à nous suivre, donc à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest, et à aller consulter notre site Internet pour avoir plus de ressources relatives aux vidéos qu'on fait et avoir des compléments d'informations. Donc, restez à l'affût pour les prochaines rencontres qu'on va faire et aussi pour les prochaines réactions. Et je vous invite à aller voir la rencontre avec nos deux historiennes du jour. Donc, merci, bonne journée.